à tous, comme toujours j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui nous parlerons des interactions entre l'espèce humaine et les espèces animales. Cette vidéo est importante car le comportement qu'ont les humains envers les animaux impacte directement le comportement qu'ont les humains entre eux et de manière générale le comportement qu'ils ont ou auront avec toutes les espèces d'êtres sentients. Ici, je me focaliserai sur ce que l'on appelle le règne animal. Les membres de ce règne sont souvent classés par les humains dans des classes arbitraires que sont les animaux dits sauvages, domestiques, de laboratoire ou encore de compagnie. Nous verrons dans chacun de ces cas comment les humains interagissent avec eux et dans ces interactions ce qui est moral ou non. Notez bien que les remarques que je fais ici ne sont pas uniquement valables dans ce type particulier d'interaction. En effet, les remarques faites ici sont valables pour toutes les interactions entre des êtres différents, que ces êtres fassent partie du règne animal, qu'ils soient terrestres ou extraterrestres, qu'ils viennent de notre dimension ou d'une autre. En gros, quelles que soient les origines et les caractéristiques apparentes d'un être, cela n'influence en rien les vérités qui seront dites dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je rappelle que la loi naturelle, telle qu'elle est stipulée ici, s'applique à tous les êtres sans distinction de nature. Donc, toutes les prédictions faites par cette loi ne sont pas différentes en fonction des êtres en présence. Dès lors, cette loi absolue prédit qu'un comportement juste envers les animaux conduira vers un monde meilleur et qu'inversement, un comportement criminel envers eux conduira vers un monde plus sombre. Ceci se comprend très facilement, car comment espérer que des êtres qui se comportent comme des criminels avec un type particulier d'être puissent se comporter mieux avec d'autres êtres? Dans le meilleur des cas, ces êtres immoraux définiront en fonction de leur morale relative les êtres qui méritent d'être respectés et les êtres dont on peut violer les droits sans conséquence. Quand vous y réfléchissez, vous vous rendez bien compte que cette manière de fonctionner conduira ces êtres immoraux à adapter leur comportement en fonction des besoins du moment. Ces individus placeront telle ou telle catégorie d'êtres dans une catégorie à respecter ou à ne pas respecter. Et cela en fonction de ce qui les arrange à un moment ou dans un lieu spécifique. Cette attitude a conduit l'espèce humaine à se conduire comme l'une des espèces les plus méprisables qui soient, ses membres allant jusqu'à s'agresser au sein de leur propre espèce. Donc gardez bien à l'esprit qu'il n'y a pas d'être qui ait plus de valeur ou moins de valeur qu'un autre aux yeux de la loi naturelle. Il n'existe pas d'être dont les droits méritent d'être plus respectés ou moins respectés que d'autres. Ce genre de considération n'est basé que sur des appréciations subjectives du genre les humains méritent davantage de respect car ils sont un intellect plus développé. Ou les humains sont les élus de Dieu et ils ont reçu le privilège de dominer le royaume animal. Ou encore, cette catégorie d'humains a plus ou moins de droits en fonction de l'une ou l'autre caractéristique arbitraire, telles que l'intelligence, la couleur de peau, le lieu de naissance, etc., etc. Tout ceci n'est que marchandage pratiqué par des êtres immoraux dans le but de jouir de tel ou tel avantage, de tel ou tel plaisir ou confort. Dans ce qui suivra, c'est en me basant sur cette loi naturelle absolue que je commenterai le comportement des humains envers les animaux. Ici, je ne donne pas mon avis personnel et j'essaie de me détacher des éléments liés à ma culture ou à mon éducation autant que possible. Maintenant, comme tout humain, je n'ai pas la science infuse et je peux me tromper ou mal interpréter tel ou tel facteur.
D'ailleurs, je ne prétends pas être parfait moi-même, mais vous verrez que dans toutes mes vidéos, j'essaie autant que possible d'aligner ma boussole morale sur le principe absolu défini ici. Et ainsi, j'essaie de déterminer en me basant sur les faits la moralité des actions de manière aussi impartiale que possible. D'ailleurs, si vous me suivez depuis le début, vous remarquerez la consistance des conclusions morales apportées, et si vous également vous vous alignez sur la loi naturelle, vous verrez que dans 99% des cas, vous arriverez aux mêmes conclusions que moi, et que ces conclusions n'ont rien à voir avec mes préférences ou bien les vôtres. Néanmoins, si vous pensez différemment, ou si vous pensez que j'ai fait une erreur dans mon analyse, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le canal Telegram que j'ai créé à cet effet. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Ok, maintenant, rentrons dans le vif du sujet et voyons comment les humains interagissent avec les animaux et comment ils justifient leur comportement envers eux. La classification en catégories d'animaux que j'utiliserai ici est purement arbitraire et n'a aucune véritable valeur si ce n'est celui que les humains semblent lui apporter. Car dans l'absolu, chaque espèce animale est composée d'êtres ayant les mêmes droits et libertés que les êtres humains. Mais bon, pour les besoins de cette explication, utilisons cette classification et commençons par les animaux dits sauvages. Les animaux sauvages sont ceux qui sont considérés comme difficilement apprivoisables ou domesticables. Ils vivent libres dans la nature et supportent très mal, voire pas du tout, la captivité. En général, les humains n'interagissent pas directement avec eux et ils les considèrent comme trop difficiles à dresser pour les avantages qu'ils en tireraient. Néanmoins, les humains se retrouvent en compétition avec eux pour l'usage des ressources naturelles. Mais que cela soit clair, ni les animaux, ni les humains n'ont le monopole de ces ressources. En règle générale, il existe une certaine harmonie dans la nature et les animaux semblent avoir trouvé un équilibre avec elle. Un équilibre qui permet à de nombreuses espèces de vivre, chacune occupant sa place dans l'ensemble. Bien évidemment, ce n'est pas le cas des humains qui, armés de leur sentiment de supériorité et de leur immoralité, détruisent ce fragile équilibre. En effet, les humains n'ont quasi aucun égard pour ces êtres vivants s'ils pensent qu'ils peuvent tirer bénéfice de ces êtres ou de l'espace naturel qu'ils occupent. Les humains épuisent les ressources naturelles, chassent ou tuent tous les êtres qui les dérangent. Et tout cela, non pas pour des besoins de survie, mais pour des besoins égoïstes tels que le besoin de possession, de domination, de plaisir, etc., etc. Mais en plus de détruire et de polluer leur habitat naturel, les humains chassent certains de ces animaux, comme les tigres ou les requins, pour utiliser certaines parties de leur corps ou pour en faire des trophées de chasse. On retrouve également de pauvres animaux enchaînés dans les cirques ou autres parcs pour le plaisir des humains dégénérés et de leur progéniture. Comprenez bien que les enfermer dans des zoos est une véritable honte, car qu'on les soigne et qu'ensuite on les relâche, c'est une chose, mais qu'on les préserve dans des cages est un crime et cela doit être montré comme tel aux enfants qui abondent dans ces lieux. Dans ce contexte, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que, oui, les humains ont le droit d'occuper l'espace nécessaire à leur survie et d'utiliser de manière consciente et raisonnable les ressources qui s'y trouvent. Mais, en même temps, ils ne peuvent pas le faire en détruisant les êtres qui y vivent ou leur espace de vie. L'humain a reçu de la nature la capacité à réfléchir. Et donc, il est capable de trouver des moyens de vivre en harmonie avec les êtres qui l'entourent.
Si les humains ne le font pas, c'est simplement car leur éducation et donc leur morale ne leur permet pas de l'envisager. Cette attitude agressive et destructrice face aux animaux sauvages est une violation pure et simple de la loi naturelle. Ce faisant, les humains se comportent comme des criminels et cela conduira vers un monde plus sombre. Si vous vous demandez pourquoi, eh bien, demandez-vous si des êtres capables d'éradiquer sans conscience des milliers d'espèces animales seront capables de se conduire de manière plus empathique entre eux. Si vous vous demandez comment les humains devraient se comporter avec ces animaux, eh bien, c'est simple. Ils devraient se comporter avec eux comme ils devraient se comporter avec d'autres humains. Ils ne peuvent jamais attaquer ces animaux sans que ces animaux aient les premiers commencé l'attaque. Et ils doivent respecter leur habitat. En tant qu'être doué d'une capacité de raisonnement plus développée que la plupart des animaux, l'humain peut adapter son comportement là où les animaux, comme de jeunes enfants, ne le peuvent pas. Ainsi, en faisant preuve d'empathie, il est possible d'essayer de vivre en harmonie avec eux et d'essayer de faire le moins de dégâts possible. Maintenant, je ferai une remarque importante ici. C'est que respecter les animaux et leur milieu de vie ne signifie pas que les humains doivent être parqués dans des villes et que l'accès aux zones naturelles doit être interdite et limité. Les humains ont tout autant le droit que les animaux d'aller où bon leur semble, partout dans la nature et partout sur cette planète, sans exception. Les zones soi-disant protégées ou interdites à l'homme sont des violations pures et simples des droits des êtres humains. Ce sont des violations du principe de la loi naturelle. Alors, faites bien attention à tous ces individus qui prônent ce genre de mesures pour soi-disant protéger la nature et sauver la planète. Ces individus sont soit complètement inconscients des conséquences négatives de ce qu'ils demandent, ou ils sont complices de ceux qui savent très bien où cela va conduire l'humanité. Car soyons clairs, ceux possédant le pouvoir en haut de la pyramide de soumission dans les sociétés humaines, eux, pourront toujours continuer à profiter de tout ce que la nature a à offrir, tandis que le bas de la pyramide restera prisonnière dans des villes prisons. D'ailleurs, déjà aujourd'hui, vous voyez que ceux qui possèdent de multiples maisons, voitures et autres jets privés, ces mêmes individus expliquent aux masses qu'ils doivent limiter le chauffage de leurs petites maisons, ne plus utiliser de voitures personnelles, ne plus voyager et manger des insectes pour sauver la planète. Si ça, ce n'est pas du mépris, je ne sais pas ce qu'il est. Mais bon, passons maintenant à la catégorie des animaux domestiques. Les animaux domestiques sont des animaux sauvages dont on a volé la liberté et que l'on a contraint à l'esclavage par la violence, en appelant ça domestication. Ici, je fais encore la distinction avec les animaux dits de compagnie, dont je parlerai plus loin. Ce dont je vais parler dans ce qui suit, ce sont les animaux comme les animaux de ferme, les vaches, les chèvres, les chevaux, etc., etc. Tous ces êtres sont des êtres réduits à l'esclavage. Je sais que pour beaucoup cela semble être une affirmation exagérée, mais comment détruire autrement leur statut? De manière objective, toute domestication forcée d'un être est un crime, point final. Il n'y a aucune justification recevable sur ce point. Pour ceux qui en doutent, regardez leur état sans tenir compte de ce que l'on vous a inculqué ou répété toute votre vie. Ces animaux domestiques ne sont pas libres d'aller et venir comme bon leur semble. Ils sont enfermés, entassés dans certaines zones, maltraités, injectés de toutes sortes de substances, mutilés et
tués par leurs propriétaires. En gros, ils sont considérés à peine mieux que des objets. Si ça ce n'est pas de l'esclavage, je ne sais pas ce qu'il est. Les humains justifient généralement cette domestication pour des raisons de survie ou pour des raisons religieuses. Mais aucune de ces raisons n'est valable. Un crime reste un crime. Et comme la loi naturelle le prédit, les conséquences seront négatives pour l'ensemble. D'ailleurs, on le voit très bien, car plus le temps passe, plus les crimes envers les animaux sont importants, car ils sont banalisés et on essaie de nier le caractère criminel de ces traitements. Ces animaux souffrent dans des proportions infernales. Mais cela ne se limite pas à ces pauvres victimes, car les sévices qu'ils subissent se répercutent sur les humains également. En effet, sans parler de l'énergie extrêmement négative que cela produit, cette exploitation à outrance de ces êtres vivants produit une nourriture infectée, empoisonnée, qui à son tour empoisonne les humains. La santé des humains se détériore et leur environnement est pollué par les déchets de cette industrie criminelle. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là, car en effet, le fait d'être capable de tant de barbarie empoisonne également la conscience des humains. Leur empathie, leur cœur est impacté. Cette diminution de l'empathie a des impacts négatifs directs sur le comportement des humains entre eux. Notez que si vous arrivez à faire en sorte que l'animal reste libre et qu'il accepte de se laisser traire ou tondre, par exemple, sans s'enfuir et sans coercition, dans ce cas, il n'y a aucun souci. Tant que cet échange est volontaire, sans violation des droits élémentaires, aucun souci. Donc, retenez bien que quels que soient les êtres en présence, seuls les échanges volontaires et sans coercition sont moraux. Donc, clairement, les humains ne peuvent pas recourir à la domestication telle qu'elle est faite aujourd'hui sans agir en criminel. Ici, j'en profite pour faire une petite remarque concernant les chevaux. En effet, ces êtres que beaucoup d'humains disent aimer sont utilisés depuis des millénaires comme moyen de transport et maintenant davantage pour le plaisir des humains. Ici également, il s'agit d'un crime. Un cheval n'a rien à faire dans une écurie et il n'a pas pour vocation d'amuser vos enfants ou de soigner certains problèmes psychologiques humains. Son dressage est un crime, point final. Et je pense que tout être qui regarde ce fait de manière objective pourra arriver à la même conclusion. Il n'y a pas les chevaux sauvages d'un côté et les chevaux domestiques ou esclaves d'un autre. Les chevaux, au même titre que tous les êtres vivants, ont le droit à la liberté. Il n'y a rien de beau ou moral au dressage d'un cheval, comme il n'y a rien de beau ou moral au dressage et à l'asservissement d'un humain. Je sais que certains trouveront ça choquant, mais clairement, vous ne pouvez pas aimer les chevaux si vous êtes pour leur exploitation, pour leur esclavage. Quoi que vous disiez, quels que soient les soins que vous apportez à, entre autres, entre guillemets, votre cheval, vous ne l'aimez pas réellement. Sinon, vous ne le garderiez pas captif et n'encourageriez pas son esclavage. Un cheval est un être sentient. Ce n'est pas une chose. Vous ne pouvez pas la posséder, ni être son maître. Si vous essayez de contraindre l'animal, la seule chose que vous serez, c'est un tortionnaire, un criminel. Maintenant, si vous arrivez à communiquer avec des chevaux sauvages et à faire en sorte qu'ils acceptent sans violence de votre part que vous les montiez ou que vous partagiez du temps avec eux,
S'ils viennent à vous naturellement parce que vous les nourrissez et leur permettez d'aller et venir comme bon leur semble, dans ce cas, il n'y a bien évidemment aucun problème. Les êtres échangent entre eux ce que bon leur semble sans que personne n'ait quelque chose à en redire. Vous pouvez donc avoir des relations avec tous les êtres de la nature, mais cette relation doit être libre et sans coercition, si vous voulez que cette relation soit moralement juste. Ok, maintenant parlons des animaux de laboratoire. C'est probablement ici que l'on retrouve les animaux qui supportent le plus haut degré de la barbarie humaine, même si clairement certains animaux domestiques subissent des sévices aussi abjects. Ici, les animaux sont également enfermés et on effectue des expériences sur eux sans leur demander leur consentement. Ils sont torturés par des dégénérés se faisant appeler scientifiques. Mais que cela soit clair, ces soi-disant scientifiques n'ont rien d'humain, ce sont juste des monstres ayant perdu toute empathie. Les criminels responsables de ces atrocités pensent justifier leur action sous prétexte que cela permettra d'en apprendre davantage sur le monde qui nous entoure et que cela permettra de mettre au point de nouvelles technologies ou de nouveaux traitements pour le plus grand bénéfice des êtres humains. En réalité, c'est qu'il n'en reste pas moins que ces actions sont des crimes et que les responsables devraient être traités comme tels dans une société moralement juste. Dans une société morale, les humains trouveraient un moyen de faire avancer la science sans emprisonner et torturer ces êtres. Si à un moment quelconque ils avaient besoin de voir l'effet de telle ou telle médication ou technologie sur des êtres vivants, ils le demanderaient à d'autres humains capables de comprendre les conséquences et d'en accepter les risques sans coercition. Vous me direz que fonctionner ainsi est peut-être juste, mais que cela prendrait beaucoup plus de temps pour faire évoluer les connaissances humaines. Et au début, vous auriez probablement raison. Mais quoi qu'il en soit, ce serait la seule manière morale de fonctionner. Et peut-être qu'avec le temps et l'amélioration des technologies, ce temps supplémentaire serait de plus en plus réduit grâce aux outils de simulation et d'exploration non invasive. Ici, comme pour les animaux domestiques, cette souffrance animale et ces crimes endurcissent le cœur des humains et réduisent leur empathie. Cette réduction d'empathie n'affecte pas seulement leur vision concernant de pauvres créatures comme les souris, les cochons ou autres insectes, cela affecte également leur vision concernant les autres êtres humains. Lorsque des êtres ont de l'empathie pour les plus innocents, lorsqu'ils ont de l'empathie pour ceux considérés comme, par les sociétés déviantes comme insignifiants, eh bien, ces êtres moraux, intelligents, ont plus de chances d'avoir cette même empathie pour leurs semblables et de manière générale pour tous les êtres qui les entourent. Encore une fois, la loi naturelle prédit clairement les conséquences du traitement barbare des animaux de laboratoire. En effet, plus les humains seront sauvages avec ces animaux, plus ils seront sauvages entre eux, et plus le monde deviendra un enfer. Et notez que ce qui s'est passé lors de la campagne coercitive liée aux injections à ARN messager anti-Covid est une démonstration que s'ils sont capables d'utiliser des animaux pour leurs tests, ils sont capables d'utiliser des humains pour ces mêmes tests en utilisant la même violence. Maintenant, passons à la dernière catégorie, celle dite des animaux de compagnie. Cette catégorie est très intéressante, surtout dans les pays occidentaux ou dans des pays comme le Japon par exemple,
où certains animaux sont parfois traités comme des membres de la famille, voire mieux. Dans cette catégorie, on retrouve les chiens, les chats et d'autres animaux comme les poissons rouges, les oiseaux ou les reptiles. Autant pour les autres catégories, je pense qu'il est facile de faire comprendre à la plupart des humains quelles sont les interactions morales et quelles sont les interactions immorales avec les animaux, autant pour cette catégorie particulière, il est beaucoup plus difficile de faire comprendre aux humains que leur comportement avec ces animaux est un comportement souvent immoral. En effet, comme pour les autres catégories, les seules interactions morales sont celles qui sont volontaires et sans coercition. Il n'existe pas d'être de compagnie. Si l'animal vient à vous et que vous acceptez de cohabiter avec lui ou de partager quelque chose, alors pas de souci. Dans tous les autres cas, c'est un crime. Je pense que pour les oiseaux, les reptiles et même les hamsters, par exemple, après réflexion, beaucoup me donneront raison. Car, après tout, il est clair, et cela même pour un enfant, qu'une cage de quelques centimètres n'est pas l'espace de vie adapté pour ces êtres. Par contre, pour ce qui est des chiens et des chats, par exemple, c'est une autre affaire. En effet, ils sont nombreux ceux qui disent aimer leur chien ou leur chat comme un membre de la famille, au même titre qu'un enfant. Mais comme toujours, nous devons aller au-delà des mots et regarder de la manière la plus objective possible si ces mots correspondent à la réalité. Car en effet, il faut bien faire la différence entre ce qu'est la relation de ces animaux avec leur propriétaire ou leur maître dans l'imagination de ces humains et ce qu'est réellement cette relation dans les faits. Dans nos pays occidentaux, les chiens et dans une moindre mesure les chats ne sont pas libres d'aller où bon leur semble. Ils sont restreints aux limites du terrain de leur maître, ou pire, aux quatre murs d'un appartement ou d'une cage. Pour les plus chanceux, ils ont la possibilité de faire un petit tour dehors chaque jour pour goûter de manière restreinte à leur liberté perdue. On comprend dès lors ces scènes où l'animal essaie désespérément d'aller dans un sens et où son maître tire sur la laisse de manière plus ou moins violente pour le ramener sur le bon chemin. Dans le cadre de notre discussion, si un chien est libre d'aller et venir comme bon lui semble, s'il reste près de l'humain de son plein gré, eh bien, cette relation est tout à fait morale. Par contre, si l'animal est contraint d'une manière ou d'une autre, la relation est sans le moindre doute immorale. Donc, clairement, les relations actuelles entre les chiens et leurs maîtres sont tout ce qu'il y a de plus immoral en général. Si vous n'en êtes pas convaincu et que vous pensez que l'animal est heureux chez vous, alors laissez la porte ouverte et voyez s'il reste enfermé toute la journée dans sa prison, même si elle est dorée. Le caractère immoral de la relation avec ces animaux est également visible sur bien d'autres points. Par exemple, pensez au fait que l'on puisse acheter ces animaux. Cet aspect de la monétisation de la vie est un signal clair que leur statut est comparable à celui d'un objet ou d'un esclave. Un objet dont l'unique but serait de satisfaire les besoins de leur maître. Demandez-vous si les kidnapper à leurs parents dès la naissance, les enfermer, les injecter tel ou tel vaccin, les castrer et autres joyeusetés. Demandez-vous si ces actions sont compatibles avec l'amour revendiqué par leur maître. En tout cas, du point de vue de la loi naturelle, ces actions sont clairement définies comme étant des crimes. Ici encore, c'est probablement parce que les humains considèrent le traitement infligé à ces créatures comme
moral, voire enviable, que ces mêmes humains acceptent les sévices auxquels ils sont soumis de la part de leur maître, caché sous le nom de soi-disant autorité. En effet, quand on y regarde de plus près, la majorité des humains ne seraient-ils pas également des animaux domestiques ou de compagnie pour les psychopathes dégénérés aux commandes du système? Maintenant, une petite remarque concernant toutes ces ONG et toutes ces associations de défense des animaux. Même si ce que je vais dire n'est pas forcément très populaire, il faut comprendre que ce genre d'organismes, de par leur démarche et leur discours, ont tendance à créer de la séparation et de la division entre les êtres vivants. De manière générale, leur action est non seulement inefficace, mais elle est même néfaste à long terme, car elle ne s'attaque pas aux véritables problèmes et accentue cette séparation illusoire entre les êtres de la nature. Ces organisations essaient de pousser à la mise en place de différentes lois arbitraires, imposant des sanctions tout aussi arbitraires. Ainsi, ils pensent pouvoir empêcher les humains de maltraiter les animaux. Certains défendront les phoques, les ours polaires, d'autres les baleines ou les chiens, etc., etc. Souvent, pour défendre ces animaux, ces organisations demandent un plus grand contrôle, une plus forte limitation de ces mauvais humains. Au final, ces limitations s'appliqueront à tous et renforceront une société de contrôle au bénéfice d'une minorité. Ce qu'il faut qu'elles comprennent, c'est le pourquoi de cette maltraitance. Il faut qu'elles comprennent que la principale cause, c'est que les populations n'ont pas leur boussole morale bien alignée avec la loi naturelle. Pour résoudre ce problème, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà dénoncer et juger tous les criminels, y compris parmi les autorités. Et dans le même temps, dénoncer et remplacer la fausse éducation humaine qui, dans les faits, n'est simplement que de l'endoctrinement. Ici, ces organisations, au même titre que les organisations de défense des droits des femmes, des droits de l'enfant, des droits des LGBTQ+, des personnes aveugles, des noirs, des arabes, toutes ces organisations ne font que nous diviser. En plus de cela, elles sont souvent subsidiées par les gouvernements via les taxes qui sont purement et simplement du vol. Donc, elles ne s'attaqueront jamais à l'une des principales causes du problème que sont les gouvernements et les racailles qui les manipulent, car on ne mord pas la main qui vous nourrit. Ici, je ne dis pas que l'on ne doit pas aider dans l'urgence des êtres maltraités et dont les droits sont violés. Ce que je dis, c'est que la première chose à faire, si l'on est vraiment sincère et que l'on veut vraiment changer les choses, c'est qu'il faut s'attaquer à une des racines du problème, qui est l'immoralité de l'espèce humaine dans son ensemble. Imaginez si toutes ces associations se mettaient ensemble et défendaient le principe énoncé dans la loi naturelle, d'une seule voix. Ce jour-là, de véritables changements pourraient commencer à se produire et nous ne continuerions pas à enchaîner les systèmes d'esclavage les uns après les autres. Donc, même si une association peut se focaliser sur l'aide d'urgence à une catégorie particulière d'êtres, son discours, quant à lui, doit être un discours inclusif de défense des droits et libertés de tous et non pas d'une catégorie particulière. Donc au final, si vous avez l'impression de valoir plus que les animaux, demandez-vous d'où vous vient ce genre de jugement. Est-ce que cela vient des livres que vous avez lus, de votre culture, de votre religion, ou du fait que vous pensez posséder des capacités particulières que eux n'ont pas? Comprenez bien qu'en empruntant ce chemin, vous serez inévitablement amené à classer par ordre d'importance les êtres humains entre eux. Dites-vous également
quand, suivant cette logique immorale, une autre espèce pourrait également décréter que les humains sont une espèce inférieure et vous traitez, vous et ceux que vous aimez, comme des esclaves. J'espère que vous comprenez que cela n'est pas souhaitable et ne conduira qu'à plus de souffrance. De plus, demandez-vous, lorsque vous regardez dans les yeux de ces animaux, si vous êtes capable de savoir ce qu'ils pensent réellement. La vérité, c'est que même lorsque vous regardez dans les yeux d'un autre être humain, vous n'êtes pas certain de savoir ce que cet être humain pense ou expérimente réellement. Donc, si lorsque vous regardez ces animaux dans les yeux, vous pensez que ces êtres n'ont pas d'âme et sont pareils à des objets dont on peut se servir comme bon nous semble, demandez-vous d'où vous vient cette certitude. Demandez-vous également si vous ne voyez pas ou ne ressentez pas une certaine similarité entre ces êtres et les enfants humains. Dans tous les cas, nous devons essayer de déterminer avec les moyens et les connaissances que nous possédons si au minimum un être est sentient. Si c'est le cas, alors il faut s'abstenir de toute violation de ses droits, quelle que soit sa nature. N'oubliez pas que même si les êtres ne sont pas égaux en capacité, ils sont tous égaux en termes de droits et de liberté. Enfreindre cette liberté conduit à un monde infernal. Il n'y a pas d'autre résultat possible à attendre. Pour finir, cette citation d'Emmanuel Kant, un célèbre philosophe prussien du XVIIIe siècle. Il aurait dit « La cruauté envers les bêtes est la violation d'un devoir de l'homme envers lui-même. Elle émousse en l'homme la pitié pour les douleurs des bêtes et par là affaiblit une disposition naturelle de celle qui concourt le plus à l'accomplissement du devoir envers les autres hommes. » Pour moi, cette citation met en lumière cette évidence qui implique que la banalisation de la souffrance, de la maltraitance, de l'esclavage animal a pour conséquence d'endurcir le cœur des humains et ainsi d'affaiblir leur capacité naturelle à l'empathie. En affaiblissant leur empathie, les humains perdent cette capacité essentielle à la réelle intelligence et leur boussole morale se dérègle. Incapables de réelle intelligence, ces êtres deviennent des criminels qui commettent des crimes contre tous les êtres qui les entourent, animaux, humains ou autres compris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de voir la relation humain-animal d'une autre manière ou que cela a permis de confirmer que votre vision était en adéquation avec le principe de la loi naturelle. Maintenant, j'espère que comme l'ont compris intuitivement et intellectuellement de nombreux êtres humains à travers l'histoire, vous comprenez vous aussi qu'il n'y a aucune chance que les humains se comportent moralement entre eux s'ils ne sont même pas capables de se comporter moralement envers ces êtres innocents et libres que sont les animaux. Voilà, donc sur ce, et comme à chaque fois, je vous remercie de votre attention. Soyez juste et résistez au mal. Et moi, je vous dis à bientôt.